Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apax. Aujourd'hui, je réponds aux 20 questions de la bibliothèque idéale de Mémoire d'Adrien. Il m'a proposé très gentiment de répondre à ces 20 questions qui sont un tour d'horizon assez large, des livres qui nous ont marqués, j'ai trouvé ça super. Et donc sans plus attendre, voilà ma bibliothèque idéale. La première question, c'est votre roman français préféré. Alors évidemment, c'est pas évident, faut en choisir un, je dirais La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Parce que c'est un livre initiatique qui m'a profondément marqué. Et c'est un livre-monde dans lequel il y a une réflexion sur le mouvement. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui doit faire un chemin initiatique sur une terre balayée par des vents super forts, comme leurs parents avant eux, comme leurs grands-parents avant eux. Comme dans toutes les œuvres de Damasio, il y a un fond éminemment philosophique dans cette œuvre, et il y a aussi une réflexion sur ce que peut le mot, sur le pouvoir du langage. Il y a un très grand nombre de narrateurs, ils ont chacun leur sigle en début de chapitre qui indique qui est le narrateur. Donc c'est un code littéraire qui est relativement innovant et qui, une fois passé cette première difficulté, nous permet vraiment d'avoir cette narration plurielle à plusieurs voix. Le langage est comme la nature chez Damasio, il est plastique, il se renouvelle, il est sans cesse en quête. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans Les Furtifs. Donc si vous n'avez pas lu Damasio, n'hésitez pas. La deuxième question, c'est votre roman étranger préféré. Et là, je vais dire Frankenstein de Mary Shelley, parce que ça fait partie aussi des classiques qui m'ont marqué. Ce qui me touche, je pense, dans cette histoire, c'est déjà que c'est de la SF, et vous verrez que, moi je suis très marquée SF, ça fait partie des choses qui m'inspirent, des choses que j'écris aussi. Et Frankenstein, c'était à l'époque où on mélangeait encore SF et fantastique. C'est une des premières œuvres, à mon sens, de science-fiction à proprement parler en réalité. L'histoire de sa création est fascinante aussi, j'en ai fait une vidéo courte que je vous invite à aller voir. Et puis c'est un mythe, il y a eu plein de réécritures. Moi j'ai vu une pièce qui m'a énormément marquée au théâtre quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, qui s'appelle Mademoiselle Frankenstein. Dites-moi si pour vous aussi ça fait partie de vos livres phares. Troisième question, le cadeau qui vous a le plus touché. Alors il y en a plusieurs, ce sont mes 3 premières Pléiades que j'avais eues en cadeau par différentes personnes. Alors Baudelaire, les œuvres complètes, c'était mes amis du lycée quand je venais de rentrer en classe prépa. Et Rousseau, du contrat social, écrit politique, et Aristote, une partie des œuvres d'Aristote. Ça c'était quand j'étais aussi en prépa, c'est ma maman qui me les avait offerts pour que je puisse suivre mes études et ne pas porter 15 000 bouquins avec moi mais juste tout avoir ensemble, parce que c'est quand même un beau cadeau, une Pléiade. Autre question, le livre qui vous a fait le plus peur. Et là, je vais vous parler de 1984 parce qu'il faut parler de 1984 aujourd'hui. J'en ai 3 éditions différentes parce que j'ai fait mon mémoire de M2 en partie sur 1984 et la notion de langage et de contrôle. Oui, c'est original. Alors peut-être qu'on est aussi influencé par notre lecture, mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression de revivre des sentiments que j'ai vécus à la lecture de 1984. Quand je vois les crises qu'on peut traverser avec la science aujourd'hui, des inversions de langage, comme l'idée que la guerre c'est la paix, tout ça c'est des choses que je retrouve dans le monde d'aujourd'hui, et c'est pour ça que ça me fait peur, et c'est pour ça que je voulais parler de 1984. La 5e question, c'est votre biographie préférée. Alors je lis assez peu de biographies, je lis un peu d'autobiographie, et du coup je voulais vous parler d'une autobiographie qui m'a pas mal marquée, qui est l'autobiographie de Stephen King, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Alors ça commence en mode autobiographie, comment il en est arrivé à l'écriture, mais c'est aussi avant tout une réflexion effectivement sur le métier d'écrivain. Et du coup c'était très riche en conseils, en vision littéraire, en analyse aussi d'autres œuvres, en analyse du lien entre la vie et l'œuvre. Et je suis pas une grande fan de Stephen King, en fait je pense que ce livre-là est le seul livre de Stephen King que j'ai réussi à finir. Parce que j'en ai commencé plein, et je suis pas spécialement rentrée dedans. Je trouve que sa méthode d'écriture par ailleurs est contestable, elle marche pour lui mais elle marche sans doute pas pour tout le monde, mais dans cette autobiographie là il y a vraiment quelque chose d'assez fascinant sur son rapport à l'écriture et je suis en général fascinée par les histoires des écrivains et de comment ils en arrivent à écrire, quelles sont leurs méthodes. Donc si ces sujets là vous parlent, je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre. 6e question, le livre qui vous a fait pleurer. Alors évidemment il y en a eu plein, des livres qui m'ont fait pleurer, mais je voulais vous parler plus spécialement d'un livre qui récemment m'a marqué. C'est Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être, rien que le titre, rien que la pensée du titre, c'est d'une beauté qui m'émeut énormément. Et quand j'ai lu le tout début, mais c'était tellement beau que j'en avais les larmes aux yeux d'avoir l'impression, alors c'est pas de la tristesse, et même s'il y a dans ce livre quelque chose de profondément dur sur le rapport au monde, sur l'incapacité d'une passion vécue de manière saine et sur l'incapacité de la rencontre réelle entre les êtres. Ce qui est extrêmement touchant et qui m'a fait pleurer, c'est cette beauté
de l'expression de choses que j'avais l'impression de ressentir toute ma vie et qui n'avaient pas été exprimées comme ça. Je sais pas si ça vous a fait pareil quand vous avez lu Kundera, mais il y a une manière de mettre en mots des sentiments qui sont sans doute des sentiments de notre époque, qui est incroyablement touchante, rassurante, mais émouvante. Et donc ouais, j'ai lu les premières pages et j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai pleuré. Voilà, c'est vraiment un de mes derniers gros coups de cœur littéraires, donc je tenais à en parler évidemment ici dans cette vidéo. Et je l'emporte avec moi sur une île déserte, c'est sûr. Le livre que vous avez détesté, alors bon, je voulais quand même parler d'un truc intéressant. Donc, même si c'est pas un livre que j'ai détesté sur tous ses aspects, je voulais vous parler, et parce que j'aime bien la SF, je voulais vous parler de Fondation d'Asimov. Alors Asimov, c'est un auteur de SF extrêmement connu qui est un penseur de la science aussi. C'est-à-dire que les lois de la robotique d'Asimov, ça a été la base de pensée du monde de la robotique et de l'IA, et donc c'est d'autant plus important aujourd'hui de lire Asimov que on est en plein dans la révolution de l'IA. Et moi j'aime bien la SF quand elle est bien écrite, c'est pour ça que je vous ai parlé de Damasio avant. Mais on va dire que Asimov il s'en fiche un peu du style et les personnages il s'en fout carrément. Donc Fondation, c'est extraordinaire par la construction de pensée, la pensée scientifique qu'il y a dedans, la pensée de l'histoire aussi évidemment. J'ai pas tout lu, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais par contre il faut accepter de passer outre cette absence d'effort, de travail, de recherche, d'intérêt, je dirais même pour le style et pour les personnages. Mais bon, je lirai la suite, parce que je pense que Fondation, il faut l'avoir lu dans sa vie clairement à un moment. Mais voilà, j'ai mes réserves. 8ème question, votre pièce de théâtre préférée. Et là, c'est pas évident parce que le théâtre, c'est une grande partie de ma vie. Et si je devais choisir une pièce à emporter sur une île déserte, je dirais La Mouette de Tchekhov. Alors, c'est pas super original, c'est quand même un super grand classique de la littérature théâtrale. Mais pourquoi c'est si important ? Déjà, Tchekhov, c'est un génie. Il a fait des trucs drôles, il a fait des trucs tristes, il a fait des trucs touchants, il a fait des trucs sur la littérature, il a fait des trucs sur la nostalgie, la solitude. Et en fait, La Mouette, ça mélange des sentiments qu'on retrouve beaucoup chez Tchekhov, de nostalgie, de recherche de place dans le monde, de sentiment d'être écrasé par la grandeur du monde et en même temps d'un besoin de reconnaissance. Et ça parle de personnages qui écrivent et qui jouent la comédie. Donc quand on aime le théâtre, c'est juste une réflexion aussi sur ce qu'est le théâtre, ce que doit être le théâtre, sur la place de l'auteur en général aussi dans la société. Et à ça se mêle une réflexion sur l'amour, en fait. Et ces deux mélanges sont pour moi extrêmement marquants et touchants. Récemment, j'ai vu une adaptation de La Mouette au dernier festival d'Avignon. Et donc c'était La Mouette en espagnol, jouée par des acteurs espagnols malvoyants. Ils n'étaient pas tous malvoyants, il y avait différents degrés d'handicap dans la troupe. Mais c'était bouleversant parce que il y avait justement certains personnages, comme les personnages des auteurs, qui étaient un peu plus voyants, voire complètement voyants, et qui guidaient les autres. Et le personnage de Nina, qui est un personnage en détresse dans la pièce, était un des personnages les plus malvoyants. C'était terrible pour parler justement de l'écriture, de l'auteur qui voit le monde différemment, qui guide les autres, mais aussi de l'auteur qui trompe, qui dissimule, de l'amour qui trompe et qui dissimule. Et c'était bouleversant, et vraiment j'ai pleuré je crois dans 2 scènes. Donc ça a confirmé le fait que La Mouette était pour moi une de mes œuvres théâtrales préférées, si ce n'est l'œuvre que je préfère. 9ème question, votre recueil de poèmes préféré. Alors c'est super classique, mais je voudrais parler des Regrets de Dubélé. J'aime bien parce que, encore une fois, ça parle d'écriture. En fait, dans la bibliothèque idéale, il y a plein de trucs métalittéraires, là, dans ce que je vous dis. Il dit qu'il n'arrive pas à écrire, qu'il n'est pas dans les bonnes conditions pour écrire, pour la reconnaissance. Et c'est ça qui lui offre, qui lui permet de réaliser son plus beau recueil de poèmes. Et j'adore ce paradoxe dans l'œuvre de Dubélé. On écrit sur la difficulté d'écrire, et c'est ça qui donne les plus beaux poèmes. Et en plus, j'ai une histoire un peu spéciale avec les regrets, parce que il y a des moments de ma vie où pour reconquérir certaines personnes, je l'ai fait une fois et demie on va dire, de réécrire un des poèmes des regrets pour reconquérir une personne quand j'étais très jeune. Mais c'était du coup pour moi un recueil qui a marqué ma vie, dans ce sens-là où je m'en suis servie. Ça a marché, c'est plutôt efficace les Regrets de Dubélé pour ça. Le livre qui vous a fait le plus rire. Alors, il fallait un moment que je parle des Harry Potter parce que moi, ça a été toute mon enfance. Ça a été un roman que je relis encore régulièrement, qui m'a marqué.
Et en fait, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que c'est un roman, ce sont des romans complets. Moi, ça reste un roman qui, je pense, m'a ouvert l'esprit, à rebours de ce que fait aujourd'hui J.K. Rowling. Je pense que c'est un roman qui ouvre l'esprit. On peut en débattre. Et je voulais en parler dans la catégorie les romans qui me fait le plus rire parce que j'ai énormément ri avec le style d'Harry Potter. Il y a des blagues, il y a des tournures de phrases, il y a une manière d'écrire qui est profondément drôle à mon avis. Alors c'est pas juste drôle, mais c'est aussi franchement drôle et c'est un roman qui m'a marqué. Donc le livre qui vous a fait le plus lire, je vais tricher parce que c'est pas une catégorie facile et je vais vous parler d'une anthologie. L'Avant-Scène Théâtre, c'est une maison d'édition qui publie des pièces de théâtre et ils ont fait des anthologies, enfin des encyclopédies plutôt, mais ça s'appelle anthologie, mais c'est aussi des encyclopédies, sur le théâtre français de chaque siècle. Donc là j'en ai un, mais en réalité je les ai tous. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le théâtre français, il y a l'histoire, il y a des préfaces écrites par des historiens, par des chercheurs qui sont vraiment super. Et à chaque fois il y a aussi des éléments sur la mise en scène, les mises en scène célèbres de ces pièces-là, et des extraits. Donc c'est un super bouquin qui fait lire parce qu'on découvre des œuvres et qu'on a envie de les lire derrière. Donc pour tricher, je dirais que c'est celui-là qui me fait le plus lire. Mais je voulais aussi vous parler d'une saga chère à mon cœur, et bien que ce ne soit pas la saga la plus longue du monde, c'est quand même une saga relativement longue, c'est les Dunes que j'ai ici, qui sont magnifiques dans cette édition. Ça m'a fait d'autant plus lire que la première fois que j'ai essayé de lire Dune 1, j'ai pas accroché, donc je l'ai relu ensuite après, et en fait je suis rentrée dedans petit à petit. Ça, voilà, c'est pas facile à lire Dune, contrairement, enfin c'est très riche, donc il faut du temps, il faut creuser, il faut accepter de rentrer dans le sol de cette planète qui peut sembler a priori qui peut sembler aride, c'est un monde où on n'a pas envie de se projeter dedans, mais en réalité c'est un monde fascinant et de plus en plus au fur et à mesure des livres. Et moi mon préféré à ce stade, parce que j'en suis aussi, je ne les ai pas encore tous lus, mon préféré c'est le 4, l'Empereur Dieu de Dune, que je trouve fascinant. Et puis en même temps Dune, j'ai l'impression que j'ai fait qu'effleurer la surface, il faut encore que je relise pour rentrer dedans, et c'est aussi une histoire que je lis avant de m'endormir quand j'arrive pas à dormir. Moi j'aime beaucoup les livres audio. C'est des romans que j'ai aussi en livre audio et du coup c'est tellement contemplatif, c'est tellement beau que juste je me mets ça quand j'arrive pas à dormir et voilà, je pars sur Arrakis et ça fait vraiment du bien et c'est magnifique. Ensuite mon roman historique préféré, et là je vais tricher parce que je lis assez peu de romans historiques et que j'avais envie de vous parler d'une pièce de théâtre historique, c'est Lorenzaccio de Musset qui parle d'une histoire vraie. C'est une pièce complexe, c'est une pièce monde, c'est une pièce roman quasiment. D'ailleurs il l'a écrite, vous savez à l'époque c'était un théâtre dans un fauteuil, c'était cette idée qu'on allait découvrir des pièces en les lisant parce qu'il avait été tellement mécontent du processus de mise en scène, tout ça, donc il a dit la prochaine pièce que j'écris ce sera pour être lue dans un fauteuil, pour l'imaginaire, directement, un petit peu sa salle de projection privée à l'intérieur. Et donc il a écrit Lorenzaccio en pensant que ça serait pas mis en scène parce qu'il y avait trop de personnages, trop d'intrigues, et finalement c'est Sarah Bernard qui a joué Lorenzaccio pour la première fois avec ses magnifiques affiches d'Alphonse Mucha. Votre premier véritable classique, alors là je vais dire La Peste de Camus parce qu'à un moment fallait que je parle de Camus. Alors vous allez dire la fille est branchée méta littéraire, et c'est vrai que dans La Peste il y a en plus toutes ces réflexions sur les différentes figures d'écrivains, différentes manières d'appréhender l'écriture de manière plus ou moins facile, des accouchements plus ou moins douloureux. Et franchement Camus, cher à mon cœur, même si c'était vraiment mon amour d'adolescence je dirais, parce que maintenant je le lis beaucoup moins, mais j'espère que j'y reviendrai. Donc je dirais La Peste de Camus pour mon premier véritable classique. Autre question, mon premier choc avec un classique, et là je voulais vous parler de René de Chateaubriand. C'est une œuvre fondatrice de la littérature romantique qui parle du sentiment du mal du siècle. Cette idée que on est jeune dans un monde vieux, on n'a plus rien à réaliser, plus rien à accomplir, et je trouve que c'est un sentiment qui nous parle aujourd'hui, ce mal du siècle. Je pense qu'on l'expérimente, nous, notre génération, autrement. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a choquée, que j'ai trouvé ça extrêmement beau, cette réflexion sur l'envie de tout quitter, de laisser le monde derrière, de retrouver un souffle d'espoir, d'aventure dans un monde plein. Je crois qu'il dit à un moment, on habite avec un cœur vide, un monde plein, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, ouais, vraiment, ça nous parle cet état d'esprit de René. Si vous vous sentez comme ça, lisez ou relisez René. La BD ou le manga que vous préférez, et là je dirais les Enki Bilal, en particulier la trilogie Nicopole. La trilogie Nicopole, ça commence avec des aliens qui sont en fait des dieux de l'Égypte antique, qui viennent dans une pyramide ovni qui survole la ville, et c'est foisonnant d'imaginaire,
c'est sensuel et c'est un trait, une esthétique unique, donc ouais, je dirais Enki Bilal. Le livre qui vous a rendu fou. Alors Adrien, tu dis le livre, donc je peux prendre je pense une pièce de théâtre, pas forcément un roman. Donc je vais vous parler de 448 Psychose de Sarah Kane. Je m'attarde pas trop dessus parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur Sarah Kane et à quel point son œuvre remettait pour moi en question la notion de catharsis. Et je trouve qu'effectivement Sarah Kane, donc dans ce livre-là, c'est le livre qu'elle a écrit à la toute fin de sa vie, avant son suicide. Elle était malade, elle a été internée plusieurs fois en psychiatrie. Et donc elle raconte sa descente aux enfers, elle raconte son lien aux médicaments, il y a une dilution du réel, et petit à petit on est beaucoup moins sur une forme théâtrale que sur une forme de journal intime, et en même temps elle l'a pensé, elle l'a vraiment écrit pour le théâtre. Et ça a été un peu un mythe cette pièce parce que on s'est dit que ça annonçait son suicide, qu'elle s'était suicidée à 4h48, comme le titre de la pièce, etc. En réalité, c'est vraiment une pièce de théâtre qu'elle a voulu penser, écrire comme d'elle, et le suicide est arrivé aussi après, et a donné une autre ampleur à son œuvre, effectivement. Mais je pense pas que l'œuvre fasse partie du suicide pour elle. Pour moi, l'écriture, c'est la plus grande thérapie. Et là, elle a écrit. Et le théâtre, en plus, c'est censé être cathartique, etc. Et là, elle a écrit. Elle en a fait une pièce. Et malgré ça, elle n'a pas pu dépasser sa maladie. Donc ça dit quelque chose de très fort de la maladie, mais aussi de l'écriture, à mon sens, 448 Psychose. Donc ça rend fou de se dire qu'en fait, l'œuvre d'art n'est pas un médicament absolu. Et il faut l'accepter aussi. Le livre qui vous a énervé. J'en ai fait un short du consentement, donc je m'attarde pas trop dessus au moment où le film est sorti. C'est un livre très très bien écrit. Je trouve que ça vaut le coup de le lire vraiment pour ça. Au-delà de la réflexion, encore une fois, métalittéraire, sur le pouvoir de l'écriture, sur comment on peut vous enfermer dans un personnage, dans un rôle, en plus de vous avoir fait subir des choses horribles sur votre corps et votre esprit. Une prise de pouvoir littéraire assez remarquable pour moi, le consentement. Mais aussi, je voulais vous parler d'un autre livre dans lequel je me suis investie émotionnellement au point d'être tendue quand on voit ce qui se passe pour le personnage. C'est Des fleurs pour Algernon. C'est l'histoire d'un personnage déficient intellectuellement sur lequel on fait une expérience qui a déjà été réussie sur une souris pour booster son QI et qui va devenir brusquement extrêmement intelligent jusqu'à ce que l'expérience se dissolve d'une certaine manière, ne tienne plus. Et c'est cette partie-là qui est horrible. Alors, je sais que c'est adapté au théâtre aussi en ce moment, j'ai pas encore vu la pièce, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller, lisez le roman ou voyez la pièce. Le livre que vous espérez lire bientôt, alors je vais vous parler d'un livre que je viens juste de commencer, je suis en train de lire Le temps d'après de Jean Egland et j'avais adoré son premier tome, Dans la forêt. J'en ai fait une vidéo short aussi, donc je m'attarde pas trop dessus. C'est un très beau roman post-apo, mais en fait qui prend le contre-pied du post-apo traditionnel. On est plus sur une vision qu'on pourrait dire comme éco-féministe, puisque c'est deux jeunes sœurs qui doivent survivre seules dans une maison et qui vont progressivement se détacher de tous leurs besoins, de tous leurs rêves, pour repenser un monde avec la nature au centre. Et là je suis en train de lire le deuxième tome qui parle en plus de dérèglement climatique, et c'est juste, c'est d'une beauté d'écriture. Vraiment c'est extrêmement touchant et ça remet en question des choses très profondes sur la manière dont on est passé de la nature à la culture et là comment elles essayent de revenir à la nature sans pour autant perdre toute la culture qu'elles ont, mais en réinventant une autre culture. Donc ça aussi je le prends sur une île déserte. D'ailleurs il y a un moment à la fin du premier tome où les personnages choisissent 3 livres à emporter avec elles. Et je pense que ce livre-là ferait partie des livres que j'emporte dans la forêt, parce qu'en plus ça apprend un peu à survivre et c'est plutôt utile, on sait jamais, en cas de fin du monde. Et enfin, le livre qui mériterait d'être plus connu, et là je voulais vous parler d'un auteur de chez moi, parce que je viens du sud, de la même région que lui, c'est Joseph Delteil. Et Joseph Delteil, c'est un auteur un peu oublié aujourd'hui, qui pourtant a fait partie des classiques. Il a eu le prix Femina en 1920 pour son roman Jeanne d'Arc. C'est un auteur qui a été affilié aux surréalistes avant d'être brutalement rejeté par André Breton suite à la publication justement de ce roman Jeanne d'Arc. Et je conseille la lecture de Jeanne d'Arc. Joseph Delteil, c'est une écriture unique. C'est une écriture profondément sensible, qui réinvente la langue, qui est proche des choses très très matérielles, et en même temps il y a un appel spirituel et un appel conceptuel très très fort, mais qui passe vraiment par la matière, par le concret. C'est vraiment quelqu'un de la terre, quelqu'un du sud, et il écrit donc une biographie de Jeanne d'Arc qui est bouleversante de sensibilité,
quand on pense que voilà, c'est un homme qui se met à la place de cette jeune fille et qui va pouvoir écrire sa pensée du monde. Et nous, on y tient beaucoup dans ma région. Moi, j'ai fait des lectures de Delteil dans des événements. J'ai créé un spectacle sur Joseph Delteil. Je trouve qu'on le connaît pas assez. Et c'est vraiment dommage. C'était donc ma bibliothèque idéale. Je ne doute pas qu'Adrien aura beaucoup de choses à ajouter sur ce que j'ai dit sur ses livres, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'il va sortir en réaction à celle-ci. Je vous embrasse et à très bientôt sur Apax.